être sûr qu'on a bien appris, ce qu'on a bien compris, pour ne pas l'oublier. Et comme ça, on aura une formation efficace. Parce que si on apprend et puis on oublie, alors c'est ça la grande perte. On aura tout perdu. Donc, l'objectif global, c'est ça, de cette formation. Le défi, alors, il y a aussi un défi là-dedans. Pour avoir une formation solide et efficace, vous allez me dire, il faut du temps. Oui, c'est vrai. Il faut du temps. Comment le faire dans un cycle accéléré? Bon, il faut, depuis le début, dès maintenant, il faut mettre les points sur les i. Il ne faut pas rêver. On ne va pas sortir d'une semaine de formation accélérée avec un grand bagage du point de vue quantitatif. Parce que tout est quantitatif, tout est quantifié. Le nombre d'heures qu'on va donc réserver à ce cycle ne va pas dépasser, d'après ce que j'ai vu dans le programme, 7 fois 3, ça fait 21 heures. C'est ça, non? Donc, en 21 heures, c'est vrai, c'est le programme d'un semestre de cours qu'on fait généralement dans notre académie. L'Académie zaytounienne de téléformation. Parce qu'on fait des cours, assistés par Internet. Et, généralement, c'est le nombre d'heures pour un semestre, pour une matière. On parlera par la suite du programme général et on parlera des éventualités d'y accéder. Mais pour vous dire qu'en 21 heures, il ne s'agit pas de faire un cycle de formation solide et efficace dans toutes les connaissances islamiques. Non. Mais il s'agit, et là j'insiste beaucoup, il s'agit de bien maîtriser la méthodologie sans laquelle on peut tout perdre. Je ne sais pas s'il y a des frères parmi vous qui ont assisté le ramadan précédent. Bon, aussi on a fait une petite semaine là, dans les conditions de ramadan que vous connaissez. Pas avec un cycle accéléré, mais 1 heure ou 2 heures par jour. On a parlé un peu de la méthodologie. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont assisté à ça? 3, 4. Oui, parce que j'aimerais qu'on leur réserve un petit quart d'heure, les frères qui ont assisté, pour nous raconter qu'est-ce qu'ils ont saisi. Qu'est-ce qu'ils ont saisi maintenant dans la tête de cette semaine-là. Pour comprendre un peu le côté efficacité de la semaine précédente. Par la suite, Inch'Allah, je les invite à rester. Donc, ce sera facultatif pour les autres. Ok. Donc, on veut, cette fois, avancer sur ce sujet méthodologie. La méthodologie, c'est quoi? C'est pas quelque chose de très théorique, non, parce qu'il s'agit de la méthodologie appliquée. Il s'agit de voir comment, voilà, je parle maintenant un peu terre à terre, il s'agit de voir comment pouvoir évoluer
sur plusieurs axes de connaissances, parallèlement, avec le plus de garanties possibles de ne pas faire des fautes. La méthodologie, c'est quoi? C'est la science de la méthode. C'est constitué de deux mots. Donc, méthode et logos, c'est la science de la méthode. Il s'agit de savoir, il s'agit de pouvoir déterminer la meilleure méthode de recherche pour chaque champ scientifique. Parce que chaque champ scientifique a sa propre méthode et ça a la méthode la plus efficace qui peut différer d'un champ à l'autre. Pour rentrer maintenant dans le sujet et pour faire une petite définition de la méthodologie, donc, disons de la méthodologie appliquée surtout, disons que nous allons déterminer dans 3 séances successives, parce qu'il s'agit bien de 3 petites séances de 50 minutes. C'est ça le programme, non? Donc 3 heures, avec un petit repos de 10 minutes. Donc chaque 50 minutes, elle va être réservée à un thème. Bien sûr, le troisième thème, ça sera plutôt interactif. Donc pour vos questions, vos problématiques, donc ce sera interactif. Mais les 2 thèmes principaux, c'est programmé, non? Ouais. Il s'agit donc de la biographie de saint prophète et de la théologie. Bien sûr, la théologie au sens strict, parce qu'on peut nommer toutes les connaissances islamiques, on peut nommer tout ça aussi théologie. Mais quand on dit théologie au sens strict, c'est ce qu'en arabe s'appelle l'aqida, l'homme l'aqida, et donc on parlera du côté donc philosophique de la théologie. Donc, maintenant, parce que c'est une introduction, on va être un peu général, et ce qu'on va dire maintenant concerne les 2 thèmes à la fois, les 2 matières à la fois. Donc, la biographie du saint prophète et la théologie. La méthodologie, c'est quoi? La méthodologie, c'est une science, d'abord, qui n'est pas nouvelle. Hein? Certains croient que c'est nouveau. Non, mais ça fait partie de la logique d'Aristote. Parce que il y a une partie de la logique qui s'appelle le syllogisme. Le syllogisme, c'est une méthode. C'est la méthode rationnelle, c'est l'analogie. Une autre méthode, ce qui s'appelle l'induction, la déduction, l'induction. Déjà, quand on parle de tout ça, on parle de la méthodologie. Mais une méthodologie spécifique du champ des connaissances philosophiques. Alors, le nouveau, ce qui est nouveau en matière de méthodologie, c'est ce qui a pris naissance avec les musulmans, en particulier les médecins musulmans, et par la suite repris par la Renaissance européenne. C'est la méthode expérimentale. C'est ça ce qui est nouveau un peu. C'est la méthode expérimentale, basée, comme vous le savez certainement, vous avez fait tous un bac, j'espère, hein. Selon la convention, vous êtes plus bac plus. Donc, quand je parle déduction, induction, tout ça, je n'ai pas besoin de faire des définitions. Hein. Mais arrêtez-moi si quelqu'un a oublié par hasard. Il ne faut pas avancer en écoutant des trucs quand on ne sait pas au juste vers où ça mène. Non. Bon, je suppose tout ça c'est connu. Hein. Par exemple, si je demande, hein, quelqu'un d'entre vous me dit quelle est la différence entre l'induction et la déduction. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Quelle est la différence entre induction et déduction? La méthode inductive et la méthode déductive. Ça, c'est bac moins 1.
Ça vient de déduire, ça vient de soi-même, et induire, transmis par quelqu'un, plus ou moins. Ça c'est vrai, mais c'est pas le sens scientifique. Bah, ça, c'est littéralement parlant, c'est vrai, oui. Mais moi, je parle plutôt la signification méthodologique. De toute façon, je ne vais pas vous gêner beaucoup, je vais vous dire ça tout juste. Donc, la méthode inductive consiste à partir des cas particuliers, donc faire le constat des cas particuliers, pour, je parle lentement, si quelqu'un veut prendre note, c'est ce qu'il faut. Donc, la méthode inductive consiste à partir des cas particuliers pour arriver à la règle générale. Il y a deux classes d'induction. L'induction parfaite et l'induction imparfaite. L'induction parfaite, quand les cas particuliers observés représentent la totalité des cas possibles. Par exemple, je veux dire, tous les étudiants de notre classe sont des gens pieux. C'est une règle. Ça, c'est une proposition générale. C'est une règle. Voilà. Les étudiants de notre classe sont tous pieux. Ils font leur devoir, ils font leur prière, et ce sont des gens, Inch'Allah, pieux. Bon, comment arriver à ça? J'ai dit, je ne connais pas encore les noms, mais j'ai dit, Mohamed est pieux, Salah est pieux, Zainab est pieuse. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit pour une femme pieuse ou non. Hein. Si je me trompe sur le plan français, alors arrêtez-moi, parce que je vis toujours dans un milieu arabophone et j'oublie toujours. Donc, on dit pieuse ou non? Donc, le féminin de pieux, c'est bien pieuse. Voilà. Zainab est pieuse et, disons, autres, tous. Donc, je fais le constat. Tous les gens que j'ai donc observés sont pieux. La règle générale, la proposition générale, c'est quoi? Les étudiants sont pieux. Donc, ça s'appelle l'induction. La méthode inductive. On part des cas particuliers pour arriver au cas général. Ça, c'est une très forte méthode. Parce que ça s'appelle l'induction parfaite. Pourquoi parfaite? Parce que tous les cas possibles ont été consultés, ont été observés. Tous les cas possibles. Mais à côté de ça, il y a l'induction imparfaite. On prend un échantillon et puis on généralise. Voilà, avec ce petit échantillon-là, j'ai dit, les étudiants de Strasbourg sont tous pieux. Vous allez rire. Malheureusement. Parce qu'on ne peut pas généraliser comme ça. Ça, c'est une induction imparfaite. Mais parfois, l'induction imparfaite n'est pas si ridicule que ça. Parfois, l'induction imparfaite se fait aider par des instruments statistiques. Et là, il faut faire attention. Elle se fait aider par des instruments statistiques pour avoir un bon échantillonnage et partir d'une observation limitée pour dire ou pour prononcer une proposition générale, mais quand même avec une marge d'incertitude. Jamais, même les boîtes de sondage les plus efficaces n'osent jamais dire voilà, tel ou tel phénomène est vrai à 100%. Jamais. Ils disent toujours, nous avons une petite marge d'erreur, une petite marge d'incertitude qui dépend
bien sûr, des moyens mis en place pour faire le sondage, par exemple. Parce qu'ici, il s'agit d'un sondage. Quand on prend un petit échantillon et on fait un sondage d'opinion, par exemple. Donc, tout ça, ça fait partie de l'induction imparfaite. Les sondages, par exemple, les estimations. Mais ce qui fait partie de l'induction parfaite, c'est le recensement général. Derrière, dans les sociétés les plus évoluées, il n'y a que ça qui est fiable à 100%. Parce que le recensement général est exhaustif, général, il va au porte-à-porte. Vous vous rappelez tous de ça. On fait ça peut-être tous les 10 ans pour avoir une idée exacte sur ce qui existe. Et à partir du recensement général, on arrive à faire des plans et à faire des propositions pour les politiques et tout ça, en se basant sur le recensement général. C'est ça disons, l'exemple le plus connu de l'induction parfaite. Pour clôturer, donc, la règle générale de l'induction parfaite, c'est partir des cas particuliers vers le cas général, la règle générale. Maintenant, si on fait le contraire, on veut partir du cas général vers le particulier. Il s'agit non pas de l'induction, mais de la déduction. Donc, on quitte la méthode inductive pour la méthode déductive. On déduit quelque chose de quelque chose. Donc, généralement, la déduction se fait du général vers le particulier et non pas le contraire. Le mot donc qu'on utilise vulgairement n'est utilisé que lors du passage du général vers le particulier. On dit l'hiver est froid. Donc aujourd'hui, je veux porter des habits, disons, de laine. On ne dit pas le contraire. On ne dit jamais aujourd'hui je porte les habits de laine, donc l'hiver est froid. On peut dire ça. On fait ça quand on est vraiment dénué de la logique. Il y a des gens qui font ça, mais vous allez remarquer tout de suite qu'ils sont des gens complètement déconnectés de la logique. On dit quelqu'un qui saute du coq à l'âne. C'est ça. Quand il n'y a pas une interdépendance, une logique du passage entre une proposition et une autre. Mais la logique du passage, elle est ou bien une induction ou bien une déduction. Dans les deux cas, elle doit suivre une méthode qui est productive. Elle produit de la connaissance. On doit toujours avoir une connaissance de plus. Quand on fait de l'induction, bon, on part des cas particuliers, et puis on arrive au cas général. Le cas général, c'est un fruit. Donc, la méthode inductive est une méthode productive sur le plan scientifique. Parallèlement, la méthode déductive aussi, quand on part de la proposition générale vers la proposition particulière, aussi, elle est productive. Vous allez me dire non, elle n'est pas productive. Ça, c'est le défi depuis longtemps qui a été opposé à la méthode déductive. On dit qu'elle ne produit rien, elle est improductive. Pourquoi ?
Parce que quand je dis l'hiver est froid, donc aujourd'hui il fait froid. L'hiver comprend tous les jours, y compris le jour d'aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Vous allez me dire non, il n'y a rien de nouveau. Bon, les logiciens arabes disent tahsil al-hasr, c'est-à-dire déduire ce qui est déjà déduit. Mais non, c'est pas vrai. Parce qu'il s'agit de l'analyse. La déduction, la méthode déductive, c'est une méthode analytique. Mais l'analyse, qu'est-ce qu'elle fait? Même au laboratoire, quand vous portez quelque chose pour l'analyse, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait découvrir des détails. Mais la méthode déductive, elle vous fait découvrir les détails. Il ne s'agit pas de produire, c'est-à-dire de créer de rien, mais il s'agit de produire des détails, vous faire découvrir des détails. Donc, au début, vous n'étiez pas conscient de la réalité d'aujourd'hui. Mais sans sortir de cette salle, vous devez avoir une idée de ce qui fait dehors, ce qui fait froid, pas froid, tout ça. Bon, vous dites aujourd'hui, c'est quoi? C'est 25 décembre, bon, ça doit être froid. Parce que, en général, l'hiver est froid. Mais est-ce qu'on a appris quelque chose ou non? En réalité, bien que la proposition générale, si ça bien, bien que la proposition générale comprend la proposition particulière, bien qu'elle la comprend, bien qu'elle la contienne, on n'en est pas conscient. On ne peut se rendre compte de cette proposition particulière qu'après cet effort analytique. L'analyse nous fait découvrir ce qui existe et ne fait pas produire quelque chose qui n'existe pas. Quand vous partez avec un truc de matière, une masse, vous la portez au laboratoire, vous dites, voilà, analysez-moi ça. Je veux voir qu'est-ce que ça contient. Bon, par la suite, un rapport vient, il me dit, voilà, 20% de calcaire, je ne sais pas quoi, pourcent de je ne sais pas quoi, tout ça, et toute une liste des éléments qui existent dans cette masse de matière. Mais le type qui a fait l'analyse et qui a fait ce rapport d'analyse, mais est-ce qu'il a créé quelque chose? Non, mais il nous a fait découvrir ce qui existe déjà. C'est ça l'analyse. Donc, la déduction, c'est ça son rôle. C'est le rôle de l'analyse. C'est pourquoi on l'appelle une méthode analytique. Une méthode analytique. Les deux méthodes sont valables en philosophie. L'induction et la déduction. Est venue s'ajouter par la suite la méthode expérimentale, proposée pour la première fois par les médecins musulmans. Je dis bien les médecins, non pas les philosophes. Par exemple, Avicenne, Abu Ali ibn Sina, Avicenne, mort en 400, je crois 28 ou 26, de l'ère musulmane. Donc pour arriver à l'ère chrétienne, il faut faire un petit calcul basé sur la date de l'hégire, c'est 622 de l'ère chrétienne. Et tous les 33 ans, vous devez faire diminuer une année. Donc c'est un petit calcul à faire. Et plus facile de regarder un calendrier. Non mais pour les paresseux, hein, regardez le calendrier. Parce que moi j'ai dit, croyez-moi, ça fait rire parfois.
Parce que j'ai découvert des erreurs dans plusieurs dates qui sont dans les calendriers. Je ne sais pas comment ils font ces erreurs-là, mais on peut avoir deux calendriers différents quand on consulte donc deux sources différentes. La règle, c'est ça. Tous les 33 ans, il y a une année de différence. Voilà. Donc, et il faut partir comme année de base de 622. C'est ça la règle. Vous allez donc trouver toutes les correspondances. Donc c'est 428 à peu près, ou 26, parce que quand même il y a là-dessus un petit donc différent. Le philosophe est médecin. Je dis bien philosophe et médecin, parce qu'il ne s'agit pas de la même personne. Quand il est philosophe, il raisonne plutôt analytiquement, et quand il est médecin, il raisonne expérimentalement. Et c'est ça, son génie. Donc, c'est l'un parmi les premiers, parmi les premiers anatomistes qui a osé donc, faire la dissection des morts en risquant sa vie. Il a risqué sa vie parce que on paie de sa vie quand on ose toucher à un cadavre. Mais pour arriver à des réponses à ces malades, il a osé risquer sa vie pas mal de fois parce que lui, il croyait réellement à la méthode expérimentale. Bon, la méthode expérimentale, ça vous devez tous le connaître. Bon, grosso modo, se base sur 3 grandes phases. La première phase, c'est l'observation. Deuxième phase, c'est la théorie. Donc, on observe, on fait une théorie. Bon, la théorie, c'est quoi? La théorie, c'est la règle générale dont j'ai parlé quand j'ai parlé de l'induction. Attention, parce que la méthode expérimentale n'exclut pas la méthode rationnelle. Elle l'utilise. Donc, on passe des observations vers la théorie. On dit, bon, voilà, on suppose que telle ou telle théorie s'applique ici. Et puis, on passe à une expérience. On fait une expérience et on teste cette théorie-là. Bon, si cette théorie s'avère donc juste, on peut donc déduire que puisqu'elle est vraie dans notre échantillon, elle doit être vraie pour tous les autres échantillons. Donc ici, on a utilisé l'induction et puis on a utilisé aussi l'analogie ou bien la déduction dans la méthode expérimentale. Le problème qui s'est posé le dernier siècle, depuis l'application, disons, depuis l'application de la méthode expérimentale dans les sciences sociales. On a appliqué la méthode expérimentale en physique, en chimie, sur tout le champ de la matière, et elle s'est avérée miraculeusement efficace, la méthode expérimentale. Et ça, c'est normal. Parce que si je fais une expérience sur un morceau de fer, je fais l'expérience, donc je remarque d'abord qu'avec la chaleur, le morceau de fer, donc, il s'expand. Il a une extension de la matière par la chaleur. Au contraire, par le froid, il se rétrécit. Ça, c'est une observation. Bon, je fais l'expérience pour voir au juste, pour 1 degré de chaleur de plus, combien il augmente en dimension, en volume.
je fais l'expérience pour un morceau de fer en France. J'énonce la proposition, donc le fer se dilate d'une proportion X. Chaque fois qu'un degré de plus de chaleur lui est appliqué. Pour 1 degré de chaleur, il se détend ou il se dilate de X proportion. Est-ce que ce X-là peut changer quand on passe de France en Suède ou de Suède en Mauritanie, là où il y a plus de fer? Bien sûr que non. Donc le fer est toujours le même en France, en Suède ou en Mauritanie. Le fer est toujours le même. Donc il y a lieu de supposer, à juste titre, que les lois, ou bien les propositions, disons, qu'on obtient à partir de la méthode expérimentale, sont vraiment des lois scientifiques. C'est ça le grand acquis de la Renaissance, avec un R majuscule. Mais normalement, c'est un acquis qu'on a quand même piqué aux musulmans. Il ne faut pas le nier quand même. La réalité est toujours là, la réalité historique est toujours là. Ce sont les philosophes, plutôt les médecins musulmans, qui ont les premiers su appliquer la méthode expérimentale. Alors le grand défi, c'est d'appliquer cette méthode pour des échantillons qui ne sont pas du genre du fer ou du manganèse, mais des échantillons qui pensent, qui réfléchissent, qui sont par définition interactifs, à savoir les groupes humains, les sociétés humaines. Alors, M. Émile Durkheim, c'est un grand sociologue. Il a fait ça. Il a cru à ça. Bien sûr, c'était une mutation des sciences sociales. Parce qu'il n'y a pas que du faux dans cette application. Attention, il faut reconnaître que cette application a porté donc des conquêtes. La sociométrie en serait une. On peut prévoir des phénomènes sociaux avec une précision formidable parfois. Mais ce qui n'est pas, disons, acceptable, c'est la tendance à généraliser les propositions qu'on trouve, qu'on vérifie dans certaines sociétés, pour toutes les sociétés humaines. Et ça, avec le temps, les écoles anthropologiques s'en sont rendues compte. On est donc relativement rapidement rendu compte que ce qui est vrai pour une société n'est pas forcément vrai pour les autres sociétés. Donc il faut relativiser ces propositions-là et il faut s'abstenir de croire qu'ils sont des lois valables universellement aussi bien que les lois de la physique ou de la chimie. Parce que justement, si la matière n'est pas différente d'un pays à l'autre ou d'une société à l'autre, l'homme n'est pas ainsi. L'homme est différent d'une société à l'autre. L'histoire, la culture, la géographie ont tous leur effet sur la personnalité de l'homme, sur
son activité, son interactivité, sa réaction. Donc, il est normal que les humains réagissent différemment devant un même phénomène d'une société à l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a eu de grosses erreurs dans les tentatives de copier les modèles économiques, par exemple. Bon, il y a plusieurs gouvernements dans les pays dits du tiers-monde qui ont voulu copier les modèles économiques qui ont miraculeusement réussi ailleurs. Ils ont voulu copier tout ça chez eux et ça n'a pas marché. Pas forcément parce qu'ils sont pourris ou ils sont corrompus, non, pas forcément pour ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir que est-ce que c'est copiable ou non? Est-ce que la société, en tant qu'être fruit de toute une histoire, peut prendre un prêt-à-porter, disons, un modèle prêt-à-porter qui a réussi ailleurs? Est-ce qu'elle peut le prendre? Est-ce qu'elle peut l'appliquer avec la même efficacité? Non, le résultat est non. Généralement, non. Donc ça, c'est maintenant, c'est devenu connu. Et c'est devenu source de révision qui n'est pas encore terminée. Il y a certains qui résistent encore, mais normalement, c'est fini. Tout le monde est d'accord sur ça. C'est que la méthode expérimentale a ses limites en matière de société. Donc, nous, quand on veut parler de la biographie du sceau des prophètes, paix sur lui, et quand on veut parler de la théologie, non, ce sont deux champs voisins, mais pas très voisins. Pourquoi pas très voisins? Parce que pour y accéder, il faut avoir deux méthodes qui doivent être obligatoirement différentes. Parce que quand on veut parler de la biographie, on doit partir d'un héritage écrit. On n'a pas le choix et on n'a pas le droit de faire autrement. Donc il faut partir d'un héritage écrit. Donc il nous faut une méthode spécifique qui doit être efficace pour bien analyser l'héritage écrit. Ce qu'est appelé en arabe la sira nabawiya, la biographie prophétique. Parallèlement, en théologie, on a bien l'héritage écrit. On a un minimum d'héritage écrit qui doit être certain, qui doit porter la certitude et qui ne doit pas être seulement probable. Ici, la certitude et la probabilité sont deux notions qu'il faut bien comprendre et qu'il faut mettre chacun à sa place. Quand je dis mettre à sa place, c'est au plein sens du terme. Comment on peut être certain et comment
on ne peut jamais être certain et on doit se contenter de dire c'est probable, c'est possible, c'est ou alors c'est très probable. C'est la différence entre ce qui doit nous être impératif, parce que seul ce qui est certain peut nous être impératif, et ce qui est non pas impératif, mais suggérateur. Parce que ce qui est probable n'a pas le droit d'être plus que suggérateur. Il suggère. Il n'a pas le droit d'être impératif. Ce qui est probable. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut mettre chaque notion à sa place. Malheureusement, notre grand mal d'aujourd'hui, c'est qu'on voit des gens partant de la foi, partant de la ferveur de la foi, ils se croient obligés de faire des choses, alors que la base de laquelle ils sont partis pour déduire leurs obligations, leurs présumées obligations, c'était une base au mieux probable et jamais certaine. Donc, en théologie, il faut partir de la distinction entre ce qui est certain, donc à effet impératif, et ce qui est incertain, donc à effet suggératif ou neutre. Et on ne doit déduire un effet d'une cause que si cette cause est impérative, est certaine. Donc il s'agit d'une méthode, c'est pour cela que ici il faut être tranchant, il faut être sévère, il ne faut pas être nonchalant, insouciant. Il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit. Voilà, on apporte parfois un hadith dans lequel on peut lire quelque chose qui se rapporte à la foi, et on prend ça comme certain. Et on agit comme si ça était vraiment une proposition impérative à laquelle on ne peut en aucun cas s'opposer. On ne peut en aucun cas s'opposer à cette proposition impérative. Ce qui est fréquemment, ce phénomène-là, c'est vraiment quelque chose qui est devenu fréquent et c'est un fléau. Et, pour vous dire quelque chose que vous connaissez certainement, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un résultat d'une mauvaise compréhension des textes théologiques et d'une mauvaise méthodologie, ni plus ni moins. D'accord. Et on va clôturer en 2-3 minutes. Donc, pour arriver à notre objectif, qui est avoir une idée la plus fiable possible, la plus correcte possible de la biographie de saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir la meilleure méthode possible. Donc, il faut avoir la méthode la plus scientifique en matière d'analyse des documents historiques. On ne doit pas être là
un commentateur des livres répandus ça et là dans les bibliothèques qui contiennent tous du vrai et du moins vrai, et parfois du faux. Donc, comment analyser, pour finir, comment analyser tout ça et arriver au correct? Quel est notre outil de base? Donc, notre outil de base, c'est l'analyse comparative et fonctionnelle. On va expliquer par la suite sur le champ comment ça se passe. Donc, une analyse comparative et fonctionnelle. Par cette méthode, on arrive, Inch'Allah, à une idée correcte, même si elle est incomplète. Alors là, il faut sacrifier les détails parfois. Quand on n'est jamais sûr que ces détails-là sont vrais, il faut mieux les éviter. Il dit, je ne sais pas. Il vaut mieux dire, je ne sais pas, que répéter des trucs parfois misérables à propos de saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parallèlement, en théologie, il faut être donc intransigeant, il faut être, je dis, sévère, c'est-à-dire sévère avec qui? Avec toutes les causes de déviation possibles. Il faut agir ici selon la méthode de précaution, ce qui peut être source possible du mal doit être évité. Alors, Inch'Allah, que nous y arriverons avec son aide. Et donc, je compte sur vous pour être sérieux, je l'espère. Et je compte sur vous aussi pour être donc moins timide et de faire parvenir vos réactions, non pas seulement dans la 3e heure, mais même au bout de chaque heure. On peut réserver 5 petites minutes pour des questions. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.